Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bloody 40. Et aujourd'hui, nous transgressons direct la thématique de l'émission pour parler d'un réalisateur très connu même aux yeux des petites prépubères de 14 ans fans de Twilight. Je veux bien entendu parler de Tim Burton. Alors bon, dans le milieu du cinéma, toute personne se considérant comme cinéphile se doit de vanter les mérites d'un cinéaste comme Tim Burton. Créateur d'univers à la personnalité forte, Tim Burton ne s'embarrasse jamais de remuer des émotions contradictoires chez le spectateur. Sa patte visuelle unique et son humour noir satirique, se moquant régulièrement de la bourgeoisie, du rêve américain ou plus généralement de toute cette vitrine superficielle et fantasmée que propose l'Amérique au reste du monde, aura fait de Tim Burton un auteur à part entière. Bon, comme une grande majorité de cinéastes, son aura s'effritera progressivement passé le cap des années 2000, avec toujours de gros succès mais à la qualité plus discutable. Perso, moi, j'ai dû aller voir 2 fois Alice au Pays des Merveilles au cinéma à l'époque pour faire le triste constat que... c'était de la merde. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de son dernier grand film selon mon avis. Un film très personnel, sans doute son film le moins connu, et qui aura connu un bon gros bid d'épais à l'heure où Burton était encore au sommet de sa gloire. Je veux bien sûr parler de Ed Wood. Ed Wood, réalisé en 1994, est un biopic qui s'intéresse à une courte période du cinéaste Ed Wood, considéré comme le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Le film se déroule durant la production de 3 œuvres phares d'Ed Wood, ainsi que de sa relation avec l'acteur Bela Lugosi. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler la vie d'Ed Wood en regardant cette émission, je vous conseille de lire l'excellente biographie de Nanarland, alias le meilleur site de cinéma de tous les temps, en lien dans ma description, puis de revenir à ma vidéo. L'intrigue du film commence en 1952, alors que le jeune Edward Wood Jr., joué par l'ex-idole des jeunes filles Johnny Depp, présente sa nouvelle pièce de théâtre. Petit problème, le public ne semble pas au rendez-vous, ce qui reste assez compréhensible vu la médiocrité de l'interprétation des acteurs et le délire complet que raconte la pièce. Mais tout ça ne semble pas affecter ce cher Ed Wood et sa bande, qui les félicitent tous pour leur relatif talent. Malheureusement, l'unique critique présente durant la première n'est pas de son avis. Ed Wood cherche d'abord à relativiser face à son équipe, mais c'est seul auprès de sa fiancée Dolores, jouée par Sarah Jessica Parker, qu'il montre ses premiers doutes, allant même jusqu'à se comparer à Monsieur Orson Welles. Orson Welles n'avait que 26 ans quand il a fait Citizen Kane, moi j'en ai déjà 30. Si vous ne connaissez pas Orson Welles, sachez juste qu'il a réalisé un film unanimement reconnu comme étant l'un des plus grands films de tous les temps, Citizen Kane. Car Ed Wood est un drôle de personnage, un enfant candide et émerveillé travaillant dans des immenses studios hollywoodiens des années 50, dans des postes peu valorisants, ce qui lui permet néanmoins de foutre son nez un peu partout et accessoirement de récupérer des stock shots de films. Le bourre allant même jusqu'à imaginer tout un film à l'aide de ces quelques bouts de bobine. Plus tard, Ed Wood apprend dans un journal qu'un producteur du nom de Georgie West a acheté les droits d'un bouquin sur Christine Jorgensen, la première personne au monde ayant changé de sexe. Ed Wood semble très intéressé et contacte le producteur en lui assurant qu'il est l'homme qu'il faut pour réaliser ce film, car il aime s'habiller en fille. Vous êtes pédé? Sauf que le producteur veut du Z, du film d'exploitation vite tourné, vite distribué pour alimenter les salles malfamées peuplées de bisseries toutes plus étranges et déviantes les unes que les autres. Celui-ci refuse. Déçu, c'est en repartant des studios qu'Ed Wood rencontre l'une de ses idoles qui n'est autre que le vénérable Bela Lugosi, notamment réputé pour avoir tourné dans l'incontournable Dracula de Todd Browning en 1931. Celui-ci est visiblement très vieux, fatigué et piégé dans son rôle de Dracula. Il est d'ailleurs en train de tester différents cercueils. Ed Wood est conquis, car il est un grand fan de Lugosi et se lie d'amitié. Malheureusement, tout le monde semble l'avoir oublié. Je croyais qu'il était mort celui-là. Ed Wood retourne alors vers Wes pour lui proposer de prendre Lugosi comme star du film. Wes répond Il est pas mort? mais accepte tout de même. Il repart alors écrire le scénario et le fait lire à sa fiancée Dolores, avant de lui dévoiler le poteau rose en s'exhibant face à elle déguisée en femme, avec son beau pull en angora. Dolores ne semble pas trop apprécier, ni le scénario d'ailleurs car ça ressemble pas mal à leur vie intime qu'Ed Wood n'hésite pas une seconde à dévoiler sur papier. Le scénario ne semble pas non plus plaire à Wes, qui est même plutôt furieux que Wood ait pris la liberté de renommer son film Glenn ou Glenda, mais celui-ci accepte quand même de produire le film pour ne pas perdre plus d'argent. Le tournage commence. Wood joue le personnage principal qui se travestit. Les scènes sont tournées en toute clandestinité, les conditions de tournage sont très précaires et l'interprétation des acteurs laisse fortement à désirer, dont celle de Lugosi qui fait juste n'importe quoi. Tirez les ficelles! Tirez les ficelles! Mais Ed Wood est convaincu de réaliser un véritable chef-d'œuvre à la manière d'Orson Welles, qu'il n'hésite pas à citer encore. Je l'ai écrit, mis en scène et j'ai joué dedans comme Orson Welles dans Citizen Kane. Oui, mais Orson Welles il portait pas des pulls angora que je sache. Le film terminé, le succès n'est malheureusement pas au rendez-vous.
Brouillé avec Wes, qui trouve le film très mauvais, Je t'avertis, si je te croise, je te casse la tête! Ed Wood décide alors de proposer son nouveau projet, La fiancée de l'atome, à Feldman, un partenaire de la Warner. Sauf que Feldman a vu Glenn ou Glenda, et le résultat est si consternant qu'il croit à une blague avant de l'envoyer chier. La team Ed Wood, rejointe entre-temps par le catcheur Thor Johnson, qui jouera un rôle dans le film, et du prédicateur bidon Chris Well, grande star de la TV de l'époque, partent quérir des sous auprès de financiers en leur vendant La fiancée de l'atome, malheureusement sans succès. Mais c'est dans un bar que Wood rencontre la jeune Loretta King, venue faire carrière à Hollywood. Ed Wood lui propose alors de financer son film à hauteur de 60 000 $. Cette dernière accepte si elle obtient le rôle principal, à la base, réservé à sa fiancée Dolores. Ed Wood accepte quand même. Le tournage débute, toujours avec les mêmes déboires que sur son précédent film. Mauvaise interprétation, Tu vas obéir! les décors tremblent quand Thor passe une porte. Coupé. Ed Wood découvre également que son chef opérateur est daltonien. Mais c'est quand arrive l'un des propriétaires du studio venu réclamer son argent que Wood se rend compte que Loretta n'a pas les 60 000 $ et qu'il y a eu quiproquo. Ils sont finalement mis à la porte. Ed Wood parvient finalement à démarcher le patron d'un abattoir qui accepte seulement à 2 conditions. Petit 1, que le film finisse avec une très grosse explosion, alors qu'Ed Wood imaginait plus simplement une bagarre entre Bela Lugosi et une pieuvre géante. Petit 2, que son fils joue dans le film. Je croyais t'avoir interdit d'approcher de la maison des vieux Willow. Et là, vous devez sûrement vous demander comment Ed Wood a-t-il prévu de filmer cette fameuse bagarre entre le vieux Lugosi et une pieuvre géante. Eh bien c'est très simple. Ed Wood et ses amis entrent par effraction dans un des entrepôts des studios pour voler une pieuvre géante, ayant d'ailleurs été utilisée pour le film Le réveil de la sorcière rouge avec John Wayne. Le tournage de cette scène est particulièrement difficile. Ed Wood demande à Lugosi, complètement défoncé à la morphine, d'aller se battre contre la pieuvre dans l'eau, au moment où ces derniers remarquent que la pieuvre n'a pas de batterie. Lugosi, épuisé, dévoile ses états d'âme face à l'équipe. Ed Wood lui répond que J'ai 25 scènes à tourner cette nuit. Lugosi tourne la scène. Une fois. La scène est ridicule. Ed Wood adore, il passe à la suite. Et c'est après de lourds efforts que l'équipe finit d'achever le film. Une grande soirée pour la sortie de La fiancée de l'atome est alors organisée dans un abattoir, au beau milieu de carcasses de veaux. Ed Wood en profite pour se travestir et faire une danse exotique un brin chelou, ce qui fait péter les plombs à Dolores qui ne supporte plus ses excentricités et le largue. L'équipe se rend alors à la première de La fiancée de l'atome, renommée La fiancée du monstre. Malheureusement, la projection du film n'arrange rien et Ed Wood et ses amis se font littéralement poursuivre par une foule en colère, suggérant le fait que le film ne devait pas être très bon. De plus, l'état de Lugosi s'aggrave, notamment quand ce dernier menace Ed Wood de se suicider avec un revolver. Il se rend alors dans un centre pour y subir une cure de désintoxication pour son addiction à la morphine. Mais Lugosi est fauché, et les médecins ne peuvent donc pas le garder. Ed Wood le ramène alors chez lui et décide de tourner quelques plans pour lui afin de les utiliser pour un futur autre projet. Et c'est peu de temps après qu'Ed Wood apprend la mort de Lugosi. Endetté, Ed Wood rencontre son propriétaire quand celui-ci remarque qu'il travaille dans le cinéma. Le propriétaire lui confesse alors qu'il appartient à une église baptiste et qu'il souhaite réaliser 12 films sur les apôtres. Ed Wood lui propose alors de réaliser un petit film de SF populaire pour eux, afin qu'ils puissent se faire de l'argent sur les bénéfices et ainsi produire leur film. Ed Wood propose également d'ajouter les derniers plans qu'il a tournés avec Bela Lugosi. Ed Wood s'en va alors préparer son nouveau film, Les pilleurs de tombes venus de l'espace, et cherche des doublures pour Lugosi. C'est alors qu'il rencontre le chiropracteur de sa nouvelle fiancée Cathy, jouée par Patricia Arquette. Ed Wood croit alors avoir en face de lui la véritable doublure de Lugosi. Alors que, pas du tout en fait. Ah, là oui, d'accord. Ah, je vais vous sucer le sang. Afin de pouvoir être produit, l'équipe d'Ed Wood est obligée de se faire baptiser. Le tournage peut enfin commencer. Et les choses ne se passent toujours pas comme Ed Wood le voudrait. Les producteurs sont offensés par le titre mentionnant des pilleurs de tombes et proposent d'appeler le film Plan 9. Les dialogues de Thor sont incompréhensibles. Après un pareil carnage, c'est normal. Les décors sont en toc. Les producteurs viennent lui suggérer un de leurs paroissiens en tant que rôle principal. Et c'est alors que pour la première fois dans le film, Ed Wood s'énerve et part s'isoler dans sa loge pour revenir habillé en femme. Naturellement, ça plaît encore moins aux producteurs. Ed Wood est furieux et quitte le plateau. Il se retrouve seul dans un bar quand il reconnaît Monsieur Orson fucking Welles, joué par Vincent D'Onofrio qui visiblement serait un descendant du Grand Kane. Admiratif face à son idole, Ed Wood se rend compte que Orson Welles vit exactement les mêmes problèmes que lui pour la production de ses propres films. On me demande de tourner un thriller chez Universal et on m'impose Charlton Heston dans un rôle de flic mexicain. Ce petit brin de causette redonne la foi en Ed Wood, qui, revigoré comme jamais, revient sur les plateaux de tournage, bien décidé à terminer son film envers et contre l'avis des producteurs. Le film se termine au moment de la première de Plan 9 intergalactique. Une fois la projection terminée, Ed Wood et Cathy partent ensemble se marier à Vegas. Un très beau happy end pour petits et grands. Voilà, c'était Ed Wood, et c'était vraiment super bien.
Premièrement, la manière dont Tim Burton fait le portrait de ce personnage aussi rêveur qu'excentrique montre beaucoup l'attachement qu'il a pour lui. Ed Wood est ainsi traité sans aucun cynisme ni moquerie. Et ça fait vraiment plaisir. Alors oui, les personnages n'étaient pas aussi bienveillants dans la réalité. Ed Wood avait des soucis avec l'alcool par exemple, chose que Burton mentionne de manière assez subtile mais pas du tout appuyée, en mettant en scène assez régulièrement Ed Wood buvant seul dans un bar. Cela pourrait également expliquer pourquoi le film se termine comme un happy end juste après la première de Plan 9. Alors qu'il fut considéré comme l'un des pires films de tous les temps et qu'ensuite la carrière d'Ed Wood se terminera de manière particulièrement tragique. On peut également mentionner le fait qu'Ed Wood se compare sans cesse à Orson Welles. C'est un peu comme si le plus mauvais réalisateur de tous les temps pensait ses films comme le fait le plus grand réalisateur de tous les temps. Et ça montre surtout que ces deux cinéastes n'étaient sans doute pas si éloignés l'un de l'autre, et que seuls les producteurs et les médias étaient là pour dénigrer leurs œuvres. Alors que ce qu'ils cherchent à faire avant tout, ce sont des films pour eux, comme ils l'entendent, avec leur propre univers. Ce qui peut expliquer la fin du film. Lors de la première de Plan 9, la caméra ne filme jamais le public, mais reste sur Ed Wood, comme si le reste du monde n'avait aucune importance. Et c'est un peu le cas. Ed Wood a fait ce film pour lui, comme il l'a souhaité. Le film est également très critique à l'égard de l'industrie hollywoodienne. Tim Burton montre en effet que la machine à rêve d'Hollywood n'a pas trop de morale vis-à-vis des gens qui ont fait sa renommée, comme Bela Lugosi par exemple. Tout le monde le croit mort, et les seules fois où d'autres personnes qu'Ed Wood viennent lui proposer un rôle, c'est pour qu'on se foute de la gueule du personnage qu'il a iconisé. Concernant l'aspect visuel du film, le noir et blanc est très bien rendu grâce à une excellente photographie, mais la mise en scène de Burton reste très en retrait pour mettre davantage les personnages en valeur et travailler leurs enjeux personnels en profondeur. Et ça marche plutôt bien. Malgré un rythme qui a tendance à s'essouffler passé l'heure et demie de film, on ne s'ennuie jamais vraiment grâce à une galerie de personnages pittoresques interprétés par d'excellents acteurs. La bouille du jeune Johnny Depp et son jeu fantaisiste, qu'il aura tendance à pousser jusqu'aux confins du lourdingue avec ses cabrioles dans Les Pirates des Caraïbes, fonctionne ici à merveille. Mais la mention spéciale revient à Martin Landau, interprétant Lugosi qui est si convaincant que l'on croirait voir l'acteur original. Le résultat est si payant que l'on reste très attaché à leur relation, tant et si bien que l'annonce de la mort de Bela Lugosi reste un moment très émouvant. Ensuite, je pense qu'il est intéressant de faire un rapprochement entre Ed Wood et Tim Burton. Il faut savoir qu'avant d'être le réalisateur des Beetlejuice, Batman et Edouard aux mains d'argent, Tim Burton était un artiste un peu introverti, bidouillant des trucs dans sa chambre à la manière du petit enfant dans son court-métrage Vincent, avant de vivre une grande désillusion en travaillant en tant qu'animateur chez Disney qu'il finira par lâcher. Sauf que Tim Burton aura connu une grande réputation à Hollywood, et c'est ce décalage assez étrange entre lui et Ed Wood qui peut créer une certaine ambiguïté chez Burton, passant de films personnels hérités de son enfance, comme Mars Attacks ou Sleepy Hollow, à de bons gros blockbusters familiaux, toute image de synthèse dehors, glissant et formatant sa patte artistique. Dans ses derniers films, tels Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd ou Alice au Pays des Merveilles, la production design est tellement lisse, les personnages sont si superficiels, que le constat assez désolant que toute cette créativité anticonformiste n'est finalement devenue qu'une marque, autant aux yeux des studios que des spectateurs, me rend très triste. Enfin, Burton a en tout cas bien mérité cette hype qui l'aura suivi dans les années 80-90. Et cette passion, cette bienveillance qu'il aura montrée sur Ed Wood est très touchante, pour qui aime les petits films fauchés, mais réalisés avec le cœur. Si bien qu'à la fin du film, on se demande vraiment si Ed Wood mérite véritablement ce titre de plus mauvais réalisateur de tous les temps. Alors oui, ces films étaient très médiocres et restent de sympathiques nanars. Mais pour moi, s'il fallait citer une autre personne comme étant le plus mauvais réalisateur de tous les temps, je prendrais clairement un gars comme Uwe Boll, un personnage cynique et détestable, faisant des films sans aucune passion, juste pour la thune. Donc voilà, regardez Ed Wood, ne serait-ce que par passion pour le cinéma et pour ceux qui le font, ou du moins tentent de le faire. Ça fera vibrer votre fibre de cinéaste et vous donnera envie de réaliser plein de petits films de science-fiction dans votre jardin, avec les acides de mamie pour faire des soucoupes volantes. Son manteau en poil de bison fera d'ailleurs un très chouette costume de loup-garou, ou de Yeti, si vous voulez faire un film sur des Yeti. Et si je peux vous conseiller quelque chose en plus du film Ed Wood, bah regardez d'autres films d'Ed Wood. Ça dure pas bien longtemps, c'est hyper kitsch, et c'est comme voir un enfant à fond croyant réaliser un chef-d'œuvre. Toute cette candeur fait vraiment chaud au cœur et me donne bon espoir.